On est monté jusqu'à 70% de mobilité, de postes pourvus par la mobilité interne il y a 2 ans. C'est une façon de dire ton collaborateur, il ne t'appartient pas, il appartient au groupe. On construit tout notre dialogue aujourd'hui sur la responsabilité individuelle et collective autour du fait que nous sommes tous actionnaires. Comment une entreprise qui a connu l'hypercroissance pendant des années apprend-elle à vivre dans un monde où la croissance ne va plus de soi? Et surtout, comment la direction des ressources humaines devient-elle un acteur stratégique de la survie du groupe? Comment maintient-on la fierté et le sentiment d'appartenance des collaborateurs quand on leur demande en même temps de faire plus avec moins? Je suis Laetitia Vito, autrice et conférencière sur les mutations du travail, et vous écoutez Topo RH, le podcast créé par Cégide, qui donne la parole à des DRH venus partager en toute transparence une initiative mise en place dans leur entreprise. Résultats, enseignements, erreurs, ils nous expliquent tout pour que vous repartiez avec des conseils concrets. Pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Marchand. Bonjour Karine. Bonjour Laetitia. Karine, tu es directrice des ressources humaines du groupe Altarea, qui est l'un des leaders français dans le secteur de l'immobilier. Et avec votre entreprise, et comme dans tout le secteur, tu as connu une série de crises successives. Ça a commencé avec les gilets jaunes, ça a continué avec la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine, la crise de l'immobilier de 2022, comme si ça ne s'arrêtait plus jamais. Et alors qu'il y avait eu une période d'hypercroissance avant, tout d'un coup, ça devient très compliqué. Mais vous avez, avec Altarea, fait de la cohésion interne et de la responsabilité individuelle et collective des piliers de la stratégie RH d'Altarea. Alors, il va falloir que tu m'expliques tout ça, ce que ça veut dire très concrètement. Mais j'aimerais qu'on commence tout simplement, Karine, par des explications sur qu'est-ce que ça veut dire la fin de l'hypercroissance concrètement et quelles ont été les premières prises de conscience suite à cette série noire qui s'arrêtera peut-être jamais. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prise de conscience réelle. Tu as cité le Covid, tu as cité les gilets jaunes, la guerre en Ukraine, ça on peut le dater. En revanche, lorsqu'on parle de la crise de l'immobilier, qui dure encore d'ailleurs aujourd'hui, elle n'est pas datée en fait. Ouais. C'est quelque chose qui a été une succession, comme tu le dis très bien. Donc la prise de conscience, elle est plutôt liée à la lecture d'indicateurs plus ou moins clairs pour se dire il est en train de se passer des choses assez profondes en termes de mutation et l'entreprise, comment elle va évoluer et dans l'entreprise, comment chacun ou tout à chacun va travailler le sujet. On a au sein du groupe Altarea, on est dirigé par le fondateur encore présent aujourd'hui. Donc, il a créé l'entreprise en 1994. Il est toujours aux manettes opérationnelles de ce groupe. Et donc, c'est lui, en fait, qui a enclenché une forme de pilotage des actions et des activités que nous, en RH, on a dû traduire ensuite en action au sens propre et figuré d'ailleurs. Donc, la cohésion, elle est partie quand même d'une forme d'affirmation du leadership, d'affirmation des strates hiérarchiques et managériales et dirigeantes, dans aussi une relation de confiance qui s'était établie et qui s'est établie au fil des années, puisque notre comité exécutif est un comité qui fonctionne ensemble depuis de nombreuses années pour certains, mais plusieurs années pour tous. Alors, qu'est-ce que concrètement ces actions en termes RH, comment elles se sont traduites en fait? Donc, il y a cette histoire collective qui est celle d'une histoire de l'hypercroissance, puisque jusqu'en 2019, peut-être l'impression que ça n'allait justement jamais s'arrêter de monter, de croître, de grandir. Donc, ça veut dire recruter beaucoup, ça veut dire probablement aussi peut-être pas mal de turnover, ça veut dire voilà les choses qui bougent beaucoup. Et puis tout d'un coup, cette espèce de prise de conscience entrepreneuriale qui doit se traduire par des actions. Concrètement, quelles sont les premières choses ou les premières actions qui ont dû être mises en place au niveau RH? La première des choses, c'est que on a plusieurs activités au sein du groupe Altarea
Et lorsque la crise de l'immobilier est arrivée, elle a principalement touché le logement neuf. Le commerce, lui, avait été touché au moment de la crise des Gilets jaunes. Et du Covid. Oui. Et du Covid, très fortement. Donc, l'entreprise, elle a finalement toujours réussi à compenser. Mais ce qui s'est passé, le logement, ça représente quand même, et encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus de 60% de l'activité. Et ce qui s'est passé dans les premières actions, c'est que nous nous sommes retrouvés avec le logement où on bloque tout. On ne comprend pas tout, mais on bloque. On comprend qu'il se passe des choses, donc on arrête de recruter. Donc on sort de cette suractivité en termes de recrutement qu'on a eu pendant de nombreuses années. Ça, c'était côté logement. Et du côté du commerce notamment, eux, ils recrutaient. Donc une première des choses, c'est de dire on va arrêter de recruter en externe sur l'activité commerce pour pouvoir repositionner à un moment ou à un autre des personnes que nous avons en logement. Et là, ce sont des positions un peu compliquées à prendre parce que, comme je disais, la prise de conscience, elle n'est pas si évidente que ça, y compris par un comité exécutif. Et je me souviens très bien du collègue qui est souvent assis en face de moi où je disais, oui, je te bloque tes postes en marketing. Il est hors de question que tu recrutes à l'extérieur, alors même que je sais qu'à court terme, très court terme, je vais devoir repositionner des collaborateurs du marketing. Donc, ils ont l'impression de perdre des prérogatives, de perdre finalement ce qui était leur précaré. Et ça, c'est une des difficultés par rapport à la mobilité interne, des managers qui se sont dépossédés de leur pouvoir de choisir leurs collaborateurs. Quelque part, d'avoir l'impression qu'on va leur donner des gens dont on ne veut plus parce qu'ils ne sont pas bons, alors que ce n'est pas le fond. Ou bien que je n'ai pas le choix, ou bien que la temporalité ne va pas être la bonne. On pense souvent... les managers pensent souvent que recruter à l'extérieur, c'est plus facile qu'en interne. Donc, il y a comment je redore quelque part les profils internes versus des profils externes. C'est ça le frein principal, l'idée que l'interne, c'est forcément, je vais dire un gros mot, des boulets, et qu'à l'externe, on peut trouver des talents supérieurs. C'est ça l'idée ? En tout cas, si on ne prend pas le soin et le temps d'expliquer que ça n'est pas le cas, mais au-delà d'expliquer, c'est qu'on ne fasse pas de faute de quart par rapport à ça. C'est-à-dire que si on a un collaborateur qu'on ne pense pas méritant ou adapté au poste, on ne le positionne pas. Et donc la mobilité qui a été un de nos credos, et je vais en dire un petit peu plus, sa vertu, son existence, c'est parce que ça marche. Parce que ça marche. Et ça marche déjà parce que, moi je dis tout le temps, 50% en mobilité interne, vous avez déjà 50% du boulot qui est fait. Parce que cette personne-là... La culture du groupe, oui, elle a déjà compris la culture, elle a un réseau en interne, elle peut apporter justement une connaissance supplémentaire en arrivant d'un business autre. Et donc, elle a déjà tout ça qui est acquis. On la connaît, elle nous connaît. Donc, normalement, il n'y a pas de sujet d'intégration. Après, il peut y avoir un sujet technique, de formation, de compétences qui peuvent s'acquérir soit... vulgairement par de la formation, mais en tout cas in situ, et c'est pas le plus compliqué. Et ça, il y en a beaucoup, par exemple, du logement vers le commercial. Il y avait des problèmes de compétences spécifiques qui se sont posés. Quelles ont été les difficultés dans cette mobilité-là au moment de la crise de l'immobilier ? Le groupe avait une culture de la mobilité assez récente. Moi, je suis arrivée il y a une dizaine d'années. Quand je suis arrivée, la mobilité, ça n'existait pas. C'était, t'es là, tu fais bien ton job, pourquoi tu irais faire autre chose ? Donc, on avait des taux de démission qui étaient aussi assez importants, etc. Donc, je me souviens avoir exprimé que si on voulait que le groupe ait une identité sociale, une des choses qu'il fallait faire, c'était favoriser la mobilité interne. Donc, on l'a fait, on est rentré dans ce processus et on observait plutôt des mobilités à l'intérieur des BU dans les métiers. Et grâce à toutes ces crises, je vais le dire comme ça, on a été obligé d'envisager que ces mobilités puissent se faire entre les BU. Et ça présente beaucoup d'avantages, et je vais expliquer comment on s'y est pris. Mais beaucoup d'avantages, c'est qu'au-delà de m'assurer que j'ai déjà au moins 50% des chances que ça fonctionne, je permets de faire connaître les métiers, intermétiers, et puis celui qui arrive du logement et qui va travailler au commerce. Lorsque potentiellement je peux avoir des projets qui embarquent le commerce et le logement, il a déjà des réseaux, donc il sait déjà qui appeler.
avec qui rentrer en contact en off ou voilà. Et donc c'est vraiment gagnant-gagnant comme on peut le dire. Le candidat interne, on lui donne une opportunité d'aller dans un autre métier. Il prend le risque d'apprendre. Enfin, c'est plutôt l'opportunité d'apprendre un nouveau métier. Et la structure d'accueil, elle a le bénéfice d'avoir quelqu'un qui connaît le groupe et puis qui va lui apporter une connaissance supplémentaire sur le groupe. Comment on s'y est pris? C'est qu'on a encore aujourd'hui, et on le garde, on a tous les mois un comité mobilité qui est un comité en chambre. Mais ce comité mobilité, donc, il regroupe l'ensemble des DRH opérationnels, les personnes en charge du recrutement. Et moi, j'y vais quasiment à chaque fois, c'est tous les mois. Quasiment à chaque fois. Je suis souvent plutôt là, un peu passive, mais la garante que les choses se passent. Et c'est une forme de, pardon du terme, mais de mercato, avec le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est en chambre, on est entre nous, donc pas de sujet sur la confidentialité. On prend les postes qu'on a à pourvoir, on regarde les candidats potentiellement qu'on a à repositionner, soit de manière volontaire parce qu'ils ont exprimé le choix, soit parce que nous savons que nous avons des difficultés à X ou Y endroit et qu'il est urgent de trouver une opportunité pour ces collaborateurs-là. Et il y a des choses assez incroyables qui se font, et on en avait un hier, un comité mobilité, mais voilà, c'est tous les mois. Mais on parle des gens. On parle des gens nommément et on se dit les vraies choses. Est-ce qu'on pense que ça va marcher? Est-ce que c'est bien de positionner? Et donc, ça veut dire que les mobilités qu'on fait, on les fait parce qu'on sait qu'elles vont marcher. Et donc, du coup, derrière, les opérationnels, lorsqu'ils voient qu'on leur a proposé des candidats, un ou des candidats internes, ils savent que c'est un candidat de bonne foi. On ne le fait pas juste parce que ça nous arrange, nous, RH, de repositionner quelqu'un. Justement, entre le volontariat et puis le fait d'identifier qu'un candidat, même pas forcément volontaire, pourrait être la perle rare pour tel poste, est-ce que là, les années de mobilité un peu forcée, de mobilité interne forcée, ont créé une culture nouvelle de la mobilité qui fait qu'on va avoir peut-être plus de volontaires, plus de gens aussi qui savent que c'est possible et qui vont aller d'eux-mêmes, en quelque sorte, être force de proposition. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu observes là depuis quelques années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en matière de culture de la mobilité au sein du groupe? Je pense pas que ça ait développé en termes de volume. J'ai plus l'impression que c'est évident. C'est évident. Donc, ça a plutôt libéré la parole. C'est un élément culturel aussi, c'est un élément culturel. C'est vrai que souvent, les collaborateurs ont du mal à vouloir exprimer auprès de leur manager qu'ils veulent un poste ailleurs, pensant que le manager va mal le percevoir, ce qui n'est pas complètement le voir faux. comme un traître ce qui n'est pas quitte. Complètement faux parfois, il faut bien se le dire. Le fait qu'on en ait eu beaucoup, on est monté jusqu'à 70% de mobilité, de postes pourvus par la mobilité interne il y a 2 ans. L'année dernière, on était à 60%. C'est énorme. C'est colossal. Par rapport au secteur, c'est largement au-dessus de ce que pratiqueraient des concurrents. Alors, je ne pourrais pas te dire parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur ces chiffres-là entre pairs. Moi, ce que je sais, c'est que c'est très élevé. Ça a des avantages et des inconvénients aussi, mais c'est très élevé. 70%, c'est un truc de dingue. Ouais. 60% l'année dernière, c'est un truc de dingue aussi. On a poussé aussi jusqu'à dire depuis 3 ans, ça fait partie de nos critères d'intéressement. Donc, on est allé aussi y associer une forme de rémunération collective, donc de jouer le jeu, de dire c'est un engagement collectif, même si donc ça un modèle incitatif qui justement va lever ce frein des managers qui perçoivent la mobilité de leurs collaborateurs comme une forme de trahison. À partir du moment où il y a un système collectif d'incitation, ça permet un petit peu de lever ce frein-là et d'embarquer les managers dans quelque chose qui les dépasse, en fait, qui n'est pas qui leur appartient plus. Exactement. En fait. C'est une façon de dire ton collaborateur, il ne t'appartient pas, il appartient au groupe. Et finalement, ça, je ne l'entends plus du tout. Je ne l'entends plus du tout. Par contre, ce que j'entends, c'est « Ah, mais si je laisse partir un tel, est-ce que tu vas bien me le remplacer ?» Voilà, là, il y a plutôt un sujet d'orga et de dire... on va pas aborder le sujet de l'IA, mais dans une période où on va commencer à se dire il y a des choses qui peuvent être reprises par d'autres systèmes, les mobilités, à un moment, c'est aussi de se dire je ne vais pas forcément remplacer le poste chez toi. Mais ça participe, et je reviens à mon sujet de hiérarchie de tout à l'heure, c'est que
la relation de confiance en fait qui est établie depuis de nombreuses années entre la DRH au sens institution du terme et les opérationnels fait que si on a quelque chose à leur dire, on leur dit. Donc, si oui, on va pousser la mobilité de telle personne, non, on remplacera pas, oui, on remplacera, on est très clair là-dessus. On est très clair. Et donc, du coup, même si ça bloque dans un premier temps, on arrive toujours à trouver quelque chose parce que c'est pas simplement je vais pas te le remplacer. C'est quoi ta problématique et comment on peut répondre à ta problématique, peut-être par du recrutement, y compris interne, ou peut-être par d'autres choses, par d'autres options, par quelles qu'elles soient. Et il y a des possibilités diverses pour apporter de la compétence ou de la ressource. Mais c'est cette relation de confiance aussi entre RH. J'allais dire exactement ça. Ça fonctionne quand ils ont confiance dans le fait que la fonction RH va faire le job, va être là pour les soutenir, va être là pour leur apporter des solutions. Et donc, à ce moment-là, on peut un petit peu lâcher prise. C'est vraiment la fonction support au sens le plus noble du terme, au sens de même anglais, hein, support, soutenir, pas seulement au sens français du terme. Ça m'amène, parce qu'on a parlé d'IA à l'instant, enfin, tu as mentionné le mot IA, et puis on a aussi parlé un petit peu des difficultés techniques, de redéfinition, de poste, de qui va faire quoi, comment, les tâches, etc. Donc ça fait une transition parfaite pour la question de l'expert Cégide, qu'on va écouter tout de suite. Bonjour, je suis Anaïs, Field Marketing Manager chez Cégide. Et je me demandais, dans un groupe aussi diversifié qu'Altarea, où les métiers évoluent rapidement et les mobilités internes sont fréquentes, comment la data RH et la cartographie des compétences vous aident concrètement à piloter les talents et les besoins futurs? On est un groupe qui a une taille grosse et petite. On est moins de 2000 collaborateurs aujourd'hui. Moins de 2000 collaborateurs, on peut encore faire beaucoup de choses à la mano. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'on va continuer de faire les choses à la mano. 2000, ça semble quand même beaucoup pour faire... c'est pas tant que ça, en fait. C'est pas tant que ça. Et je reviens à mes RHOP qui connaissent très bien leur périmètre, etc. Donc, c'est pas tant que ça. On n'est pas un groupe de milliers de collaborateurs où tu n'as pas le choix de rentrer dans des systèmes assez élaborés. Pour autant, on arrive aujourd'hui à un moment de l'histoire qui nous oblige à mieux cartographier nos compétences d'aujourd'hui et les compétences de demain. Il y a plusieurs choses qui viennent en fait nous obliger à ça. Il y a l'IA, mais il y a le sujet de la transparence sur les salaires. Et donc, ces simples deux sujets obligent à ce qu'on mette un peu plus par écrit un certain nombre de choses, dont l'aspect compétences. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un projet en chambre, donc refaire des job desks. Donc là, l'IA nous aide de manière dingue. Là où il y a 30 ans, on passait des heures carrées à décrire des fonctions, là maintenant, c'est super simple. Et puis de ça, on peut tirer facilement les compétences. Et donc de ça, des aires de compétences, des aires de... Voilà. Donc moi, je vois ça comme une vraie opportunité aussi. Ça, c'est une des marques de fabrique d'Altarea, c'est que toute contrainte est une opportunité. Donc, comment on transforme la transparence sur les salaires qui ne séduit à peu près aucun DRH aujourd'hui, en se disant, on va essayer d'en faire quelque chose d'utile au système. Et cette utilité, c'est justement ça. C'est de dire, puisque nous faisons le constat qu'à un moment, on va estimer qu'on sort de la crise. Là. Comme tu le disais tout à l'heure, la crise, elle est perpétuelle. Peu importe d'où elle vienne. La géopolitique a une influence et un impact sur Altaria, alors que nous sommes une entreprise franco-française. Donc même nous, marché français, fabrication, enfin tout français, on est impacté par la géopolitique. Donc de toute façon, cette ambiance de crise, elle va perdurer. Donc il y a un moment, il faut prendre les sujets, se dire on les prend et ils vont nous servir. Donc là, le sujet des carrières, à un moment, quand on était en pleine crise du logement, les carrières, tu le disais tout à l'heure, c'était la mobilité. C'est comment j'évolue de manière un peu défensive face à un environnement qui nous attaque. Donc, je défends l'emploi, je défends mes collaborateurs par la mobilité, par du repositionnement. Là, c'est demain comment je peux réinscrire tout ça ce sont des trajectoires et des parcours de carrière.
je suis au programme aujourd'hui, comment je passe au développement, ou bien je suis au développement, comment je passe DR, ça, directeur régional, ça c'est assez facile parce que c'était la ligne d'avant, mais justement comment je suis maintenant au programme et que je peux aussi devenir directeur régional. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'écrire grâce à l'IA et au fait qu'on peut aller beaucoup plus vite et que la pesée des postes, elle va pouvoir nous aider sans être obligé nécessairement de repasser par des processus longs, très coûteux, de cabinet, etc. Les sujets d'identification des compétences, l'IA peut nous aider. Ensuite, il nous faut un réceptacle pour pouvoir synthétiser la donnée, récupérer aussi la donnée avec ce qui arrive des entretiens annuels, ce qui arrive des people review et tous ces outils. Donc voilà comment on... Il y a un effet d'aubaine aussi finalement, et c'est ce que certains disent à propos de la directive sur la transparence salariale, c'est que certes c'est compliqué, mais c'est l'occasion de mettre sur la table tout un tas de sujets. Ça va de la cartographie des compétences à la classification, à la catégorisation, etc. Et finalement, on s'outille aussi dans ce processus pour pouvoir demain résoudre d'autres problèmes et répondre réagir dans d'autres situations. Donc finalement, il y a un coup d'entrée. Et puis peut-être que c'est une aubaine extraordinaire pour la plupart des organisations que de devoir traverser ce processus-là. Non ? Qu'en dis-tu ? On s'outille dans un simple objectif qui est celui d'apporter la compétence et la ressource dont l'organisation a besoin. Et le travers, ce serait dire on s'outille parce que la RH, les DRH, les équipes RH sont dingues parce qu'on a des super trucs qui arrivent. On s'en fiche d'avoir des super trucs qui arrivent. C'est en quoi ça vient accompagner le projet d'entreprise, la vision d'entreprise. Donc, c'est aussi comment on arrive à embarquer du réglementaire avec lequel on n'a pas le choix. Il faut composer avec, qu'on soit d'accord ou pas. Pour le mettre au service de l'efficacité, en fait, non ? De l'efficacité et que ce soit non pas perçu comme une contrainte, mais comme quelque chose qui est ancré finalement dans les pratiques et finalement une évidence. L'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, je ne vois même pas pourquoi elle se discute. Bon. Si on arrive par la question technique, on crée des angoisses plus qu'autre chose. En pointillé, là, de tout ce qu'on a dit, il y a ce mot qu'on a un peu prononcé sans l'analyser, c'est le mot de responsabilité. Et toi, tu l'aimes beaucoup, le mot de responsabilité. Tu le conjugues au singulier et au pluriel. Responsabilité individuelle et responsabilité collective. Pourquoi ça, c'est si central dans ta vision de la politique RH, cette notion de responsabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je suis... obsédée par un point qui est que les gens comprennent ce qu'ils font. Pourquoi ils le font. Et pas pour donner du sens au travail. Je n'aime pas en fait tous ces grands termes, le sens au travail, le bien-être. Enfin, c'est l'entreprise, à un moment. Mais pourquoi je fais les choses ? Le pourquoi je fais les choses. Et le pourquoi je fais les choses, derrière, implique que j'explique et que je responsabilise si je comprends pourquoi je fais les choses. Parce que parfois, dans l'entreprise, on demande de faire des choses qui, comme ça, de but en blanc, ça ne paraît pas si évident que c'est utile. Et donc, il y a cette notion derrière responsabilité, pour moi, cette notion d'utilité. Et quand on travaille sur l'utilité, à quoi je sers dans un système, y compris si c'est pour faire une photocopie, j'explique pourquoi c'est utile de faire une photocopie. Et si on passe un tout petit peu de temps à faire ça tous les jours, en faisant de la pédagogie, en lâchant pas, ah oui, tiens, je peux aider tel collègue. Non, tu vas pas aider tel collègue. Le sujet de ton collègue est aussi ton sujet. Donc, après, dans le jargon, aider peut revenir, mais non, tu n'aides pas, c'est pas tu rends service parce que tu es sympa. Et ça s'articule, je voudrais que tu nous en parles un peu, ça s'articule beaucoup autour de la notion d'actionnariat salarié. Parce que moi, ça me fait penser tout ce que je t'entends me dire à cette phrase qui était à la mode il y a une quinzaine d'années, qui avait été popularisée par Google, « Act like an owner ». Agis comme si tu étais propriétaire, comme si tu étais toi-même entrepreneur au sens direct du terme. Comment ça s'incarne l'actionnariat salarié chez Altarea ? On est un groupe qui est détenu majoritairement par la famille fondatrice. Ensuite, on a des actionnaires privés. Ensuite, on a les salariés et on est coté en bourse.
côté en bourse, ça implique qu'on a une valeur de l'action sur le marché parisien. Et on a réaccentué cette année, en sortant de crise. Alors, on a renforcé cet actionnariat en mettant en place un programme qui s'appelle le Tous Actionnaires, où a été attribué à tous les collaborateurs en CDI. Je précise en CDI, en fait, on n'a quasiment pas de CDD. Donc, mais les personnes l'idée était de cibler les personnes qui sont là durablement dans l'entreprise. Mon CDD peut devenir un CDI un jour et il rentrera dans le programme. Mais, et dire, vous êtes tous actionnaires et je vous donne des actions. Donc, notre patron, il a dit, je mets énormément, je ne donnerai pas le chiffre, mais beaucoup, pour que chacun des collaborateurs puisse être actionnaire du groupe. Et il a dit, non seulement je le fais cette année, mais je vais le refaire l'année prochaine et je le referai dans 2 ans. Avec une question de faut être là pendant X temps pour pouvoir les acquérir définitivement, mais c'est des sujets de 2 ans et demi. C'est pas, on leur dit pas qu'il faut être là dans 15 ans, donc on lie pas tout le monde par ce système-là, mais et quelque part on conduit et on construit tout notre dialogue aujourd'hui sur la responsabilité individuelle et collective autour du fait que nous sommes tous actionnaires. Sortant de crise, puisque nous considérons que nous sommes sortis de la crise du logement et puis d'autres sont en train de gentiment de s'orchestrer en parallèle, mais à partir du moment où la crise devient notre quotidien, on se lance dans un certain nombre de sujets de frais de structure au sens installation des bureaux, je vais être sur ce registre-là, les déplacements, etc. C'est franchement pas des sujets très glamour, c'est franchement pas des sujets qui augurent de belles discussions avec les comités d'entreprise, ni avec les collaborateurs. Et je reste volontairement imprécise aussi sur les thèmes en particulier, parce qu'ils n'ont pas plus d'intérêt que ça là, mais c'est des moyens, c'est du matériel, c'est des choses comme ça. C'est des choses qui agacent tout le monde, etc. Quand le fait de réexpliquer tout ça, et de dire que lorsque je viens embêter pour dire sur les frais de structure, les notes de frais, les déplacements, là, partout, on peut aller gratouiller des choses qui individuellement nous embêtent. Mais finalement, parce que je suis actionnaire, nous sommes tous actionnaires. On a tous intérêt, évidemment, à ce que... Et si on s'y retrouve, ça veut dire que en baissant mes frais, d'une manière générale, je fais très court, mais j'augmente ma possibilité d'atteindre les objectifs financiers qui sont fixés. Donc, je fidélise durablement les actionnaires. Donc, je fidélise ou je permets à mon cours de bourse de rester plus stable. Et donc, à la fois, grâce à un dividende qui peut lui aussi être maintenu parce que mes ratios financiers sont maintenus, je peux continuer de verser du dividende avec un très, très beau taux de rentabilité. Et en plus, j'ai un cours de l'action qui se maintient. Donc, si j'ai besoin de vendre mes actions, je peux le faire à un taux qui se maintient. Et donc, finalement... Ça aligne tout le monde sur les mêmes objectifs. Et la responsabilité, c'est aussi la responsabilité vis-à-vis du futur, vis-à-vis des générations à venir, vis-à-vis de la vision de long terme d'une organisation qui est pensée pour durer, qui est là pour durer. Et ça se traduit du point de vue des ressources humaines par des choses très concrètes comme ton engagement vis-à-vis des plus jeunes. J'aimerais que tu nous parles de ça et notamment de tout ce que tu fais, de tout ce que vous faites chez Altarea pour que ce soit les stagiaires, que ce soit maintenir l'alternance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Surtout aussi, là aussi, dans un contexte d'IA, où souvent ce sont les jeunes générations qui pâtissent le plus de l'adoption de nouveaux outils, parce qu'on se dit on peut faire l'économie de recruter des plus jeunes. Quand le Covid est arrivé en 2020, Madame Pénicaud, elle a mis en place les aides Pénicaud, ce qu'on appelait les aides Pénicaud, pour favoriser l'alternance. Il y a eu avantages et inconvénients à ce qui a été fait. Un avantage colossal qui est que à un moment où les entreprises étaient tétanisées, donc ne bougeaient plus, voulaient plus embaucher quoi que ce soit, y compris des jeunes, il y a eu beaucoup d'alternants qui ont pu, du coup, sauf que beaucoup et beaucoup trop. Et ça a vu pointer un certain nombre de nouvelles écoles, qui d'ailleurs referment, là, au fur et à mesure, maintenant que les aides Pénicaud se sont quasiment arrêtées, on va dire arrêtées. Et donc, on a vu pointer beaucoup d'écoles qui ont bénéficié des aides Pénicaud
Alors, il y en a beaucoup très, très vertueuses, hein. Heureusement, la majorité est vertueuse. Mais beaucoup qui ont surfé sur ça pour faire rentrer du cash, n'ont pas donné le bon niveau de formation académique, ont renvoyé complètement sur l'entreprise la formation in situ. Et on se retrouve aujourd'hui avec une palanquée de jeunes formés qui, pour certains, n'ont pas le niveau du diplôme qu'ils sont censés avoir obtenu. Donc ça, c'est une grande déception pour moi parce que cette génération, je ne sais pas très bien comment on va réussir à l'embarquer et à lui donner de la motivation, ou en tout cas de l'engagement, de la responsabilité. On va avoir un vrai décalage et une vraie problématique d'intégration dans l'entreprise. En parallèle de ça, on se retrouve du coup avec une vraie difficulté à recruter des alternants qualitatifs. Donc, nous, on a toujours été un gros employeur d'alternants. Et en particulier, on avait remis, nous, l'accélérateur en 2020 avant les aides Pénico, avant. Et on a 13% de notre effectif. Donc, c'est énorme. Donc, on va continuer d'être un très gros pourvoyeur d'alternance. Et surtout, on va remettre un gros focus sur les stagiaires. Il se passe 2 choses pour les stagiaires. La première, c'est que les entreprises et les managers, quand vous arrivez en bac plus 4, bac plus 5, bac plus 3, 4 en particulier, c'est des stages courts. Et les entreprises, ça leur casse les pieds de prendre un jeune pour 3 mois. Eh ben non, il va falloir. Parce que si ces petits jeunes, on ne les met pas dans l'entreprise pour 3 ou 4 mois, eh bien, quand ils vont arriver dans l'entreprise, ils ne sauront pas ce qu'est une entreprise. Voilà. Donc, et ça commence même avant. Ça commence avec le stage d'1 semaine et le stage de 2 semaines au niveau 3e et seconde, collégien, lycéen. Et donc, on a dès effectivement les stages 3e, les stages seconde, on tâche de cibler aussi des jeunes qui n'ont pas de réseau pour pouvoir aussi rentrer dans des programmes avec ceux qui ont un peu plus de réseau. Vous allez les chercher avec des associations. Exactement. Pour dire, il y a un jeune recommandé, il y en a un moins, mais qu'on accueille aussi. Donc, pas que les enfants des salariés. Pas que, même si c'est pas parce que je suis un enfant d'un salarié que je ne peux pas aussi accéder à l'entreprise. Ça marche vraiment dans les 2 sens. Je n'ai pas un traitement de faveur au sens je dois me comporter exactement même si papa ou maman n'est pas dans le giron. Mais à l'inverse, c'est pas parce que papa et maman sont dans le giron que je ne peux pas rentrer dans l'entreprise de papa ou maman. Mais sur ces stagiaires, moi, j'ai dit cette année, je vais mettre un gros accent. Parce que la deuxième chose qui se passe, c'est que, pour le coup, je suis absolument convaincue que le niveau des stagiaires de 3e et 4 et 5e année, ils ont une vraie compétence technique parce qu'ils ne sont pas arrivés par l'alternance, ils sont arrivés par une formation académique. Et face à l'IA, il faut qu'on ait des jeunes avec des formations académiques fortes, des compétences techniques. Des connaissances au sens propre du terme. Et donc, mon coup de gueule dans l'entreprise en ce moment, je l'exprimais comme ça, mais je sais qu'ils sont tous d'accord avec moi. Mais c'est de dire, j'ai 3 stagiaires en ce moment. 3. Mais je dis, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Donc là, j'ai fait un gros focus et je vois que ça marche parce que, y compris dans mon équipe, on a beaucoup de mal à recruter des alternants avec le niveau d'exigence qui est le nôtre. J'en conviens, on est très exigeants, etc. Les stagiaires, on y arrive mieux. Et en plus, le stagiaire, il est là moins longtemps, mais il est là plus durablement quand il est là. Donc, il y a des vertus à avoir des alternants, parce qu'il faut continuer d'avoir ce système qui permet une rotation pendant 1 année, 2 années, 3, parfois un peu plus, les parcours qui sont un peu plus longs. Et puis, ces stagiaires qui sont là one-shot, mais qui vont être un vrai vivier de pré-recrutement. Parce que mon stagiaire de 5e année, lorsqu'il va arriver à la fin de son stage, et si j'ai une opportunité et qu'il a été chouette, c'est vraiment l'occasion de lui donner envie, en fait. Il n'y a pas d'occasion aussi parfaite de donner envie à quelqu'un de rejoindre une équipe que l'occasion d'être à temps plein, pleinement investi sur 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Peu importe la durée, en fait, c'est le fait d'être pleinement là qui compte le plus. Et donc, je pense que, voilà, donc j'ai réalisé qu'on avait mis un gros focus sur l'alternance, que c'était très bien, qu'il fallait continuer. Mais que ça, c'est en complément, il fallait aussi le profil académique. Et face à l'IA, et c'est là que moi je demande aux jeunes, par contre, qui nous rejoignent, je leur dis, ou mes équipes, et s'il le faut que ce soit moi, je le fais. C'est-à-dire, par contre, la contrepartie de ça, c'est que tout ce qu'on te demande de faire, tu le fais. Y compris si ce sont des photocopies, je reviens à ce fameux stage de photocopie.
Donc, part du principe que ce qu'on va te demander est utile, parce que sinon... C'est ça, donc on part du principe aussi qu'il y a une relation de confiance, qu'il y a eu quelque chose qui est sain. Et toi, en dans les... contrepartie, tu vas me dire, je suis ravie, absolument ravie de te préparer ta pochette. Ouais. On arrive déjà au terme de l'épisode, Karine, c'est passé trop vite, j'avais encore beaucoup d'autres questions à te poser. On va avoir assez peu de temps, j'aimerais que de manière comme ça, très synthétique, tu nous donnes 3 idées, 3 principes, mais assez concrets, ou 3 conseils à donner à un DRH, une DRH qui serait dans la situation de voir la fin soudaine et brutale de l'hypercroissance qu'il ou elle a connue jusqu'ici. Quelles seraient ces 3 idées que tu as envie de partager à un DRH? Et c'est vraiment très court. Se faire confiance, établir une relation de confiance avec les opérationnels. Leurs problèmes sont nos problèmes. Et à partir du moment où ils comprennent ça, toute période est intéressante à aller accompagner, y compris l'arrêt de la croissance. La lucidité, la créativité, penser toujours out of the box, comme on dit. C'est pas une question de moyens, c'est pas une question de ressources, c'est une question de se dire j'ai une problématique, comment cette problématique, elle doit être transformée en action pour assurer la pérennité. Et voilà, se poser des questions, faire confiance à son équipe aussi, travailler de concert. Enfin, c'est un peu des conseils un peu galvaudés comme ça, ou des mots-clés. Nous, on s'amuse de toute situation. Même la plus dramatique. Des occasions d'apprendre, des occasions de s'enrichir et comment on peut construire professionnellement. Collectivement des choses, faire de la pédagogie, expliquer. Expliquer, c'est pas se justifier, mais expliquer. Pourquoi on fait les choses, l'utilité des choses et l'utilité des contributions. Merci infiniment, Karine, pour ce partage passionnant et très inspirant. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. Merci à Cégide de l'avoir créé. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Topo RH.